Cette première table ronde, en la définissant avec tout le comité d'organisation de ce colloque, nous avons voulu la centrer autour d'une question qui est chère souvent aux concepteurs, qui est de réinterroger la question de la commande. La commande, finalement, pourquoi ? Comment ? C'est finalement donc le titre que nous avons proposé pour cette première table ronde. Dans le cadre des projets d'architecture, la commande est souvent, d'abord et avant tout, une commande publique. Elle s'intéresse et elle est examinée par différents objets. D'abord, la production d'équipements. Il s'agit bien sûr, on pense en premier lieu aux maisons de santé, au cinéma, aux salles des fêtes. On en a vu une magnifique hier, salle des fêtes d'été à Plaza. Mais ce sont aussi des projets d'aménagement d'espaces publics. On pense bien sûr en premier lieu aux nombreuses places de marché qui sont produites dans les petites villes. Mais on voit aussi qu'elles sont parfois plus fines, plus simples, plus sobres. Et on les a découvertes différemment hier à Chalier, au-dessus de la vallée de la Truyère, en Belvédère. Quasiment toujours, cette commande, elle est précédée par un certain nombre d'études. Force est de constater qu'elles sont introduites, initiées, que le déclencheur est celui de mettre en place des diagnostics, des études de faisabilité, des études de programmation. Mieux, parfois, elles s'inscrivent, ces commandes, dans le cadre de projets de territoire qui sont mis en place. Dans ce contexte, on a identifié deux questions qu'on avait envie de mettre à l'agenda de notre rencontre aujourd'hui. Premièrement, tenter de comprendre finalement la manière dont les architectes se positionnent par rapport à cette commande. Qui la réceptionne, cette commande ? Comment ils la réceptionnent ? Comment ils y répondent à cette commande ? Comment et sous quelles conditions peuvent-ils réinterroger la commande ou la reformuler ? C'est ce qu'on a pu interroger sur et ce que Frédéric Bonnet hier a examiné sous l'appellation des conditions du projet. Comment, parfois, certains concepteurs vont jusqu'à élargir cette commande parce qu'elle est trop étriquée, ou à l'inverse, vont-ils serrer cette commande pour intensifier l'effet ? Mieux, certains concepteurs, on le verra, prennent le risque de transformer cette commande et ils nous expliqueront en réalité pourquoi. Premier aspect de la question, comprendre finalement la manière dont les architectes se positionnent face à la commande. Deuxième sujet qui nous a particulièrement intéressés en préparant ce cycle, cette conférence, c'était de comprendre comment chaque commande qui est donnée dans un projet d'architecture et attribuée à un architecte, finalement participe de la construction du projet politique d'une commune. C'est la leçon du Rouget, notamment, qu'on explorera cet après-midi, et force est de constater que la commande publique, elle est forcément la construction d'un récit territorial. Et c'est bien la succession de ces différentes commandes, leur articulation qu'on essaiera d'examiner, et comment l'architecte est initiateur d'un récit dans ce contexte à travers la commande. J'en prendrai deux exemples pour preuve en introduction. La première, c'est celle de Philippe Madec, on est en 1991 jusqu'en 2004, avec le visage de Plourin-les-Morlaix dans le Finistère, et ce récit, il le raconte très justement dans un ouvrage qui est Le temps à l'œuvre citoyen. Il expose les conditions réelles d'une longue aventure sur ce territoire avec les élus, mais aussi et d'abord et avant tout les habitants de ce territoire. Il raconte les prouesses et les difficultés qu'il peut rencontrer sur ce territoire. C'est un peu plus de 10 ans d'action qui vont permettre une métamorphose de ce territoire avec des matériaux qui seront locaux, l'implication des acteurs du territoire et puis révéler l'architecture préexistante. Cette histoire liée au récit de ces territoires, des petites villes et de ces commandes, elles ne sont pas nouvelles en réalité. Et il nous faut regarder cette question à l'aune de l'histoire de l'architecture. On pense bien sûr dans ce contexte à Georges-Henri Pingusson, en particulier dans le village de Grignon, dans le Vaucluse, avec la construction de 18 logements HLM dans les ruines d'un petit village méridional. Et dans ce contexte-là, c'est une leçon d'architecture, un support pédagogique, puisqu'il embarquera dans ce contexte ses élèves dans un chantier d'apprentissage. Deux questions, donc, à l'agenda peuvent en être issues de ces grande histoire liée à ces commandes. La première, c'est finalement
la question qui demeure, c'est comment la commande est-elle finalement l'étincelle qui fait le changement de donne du destin d'un territoire, c'est-à-dire d'où provient cette commande. Et puis, dans un contexte où, bien souvent, dans le cadre des petites villes, l'ingénierie est souvent absente, disparaît, et elle n'est pas toujours présente, comment s'invente, se construit, s'échafaude cette commande, qui la formule, sachant qu'il n'y a pas toujours de maître d'ouvrage dans ce contexte-là, est-elle forcément publique ? Quel rôle peuvent jouer finalement les acteurs privés dans le développement de ces territoires ? Autant de questions que nous tenterons d'essayer d'examiner autour de cette table ronde. Et pour explorer cette question, je vous propose d'accueillir plusieurs intervenants qui vont me rejoindre. D'abord Boris Boucher, merci à toi de nous rejoindre. Agence Boris Boucher, architecte, diplômé de l'École nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand en 2004, première œuvre de l'Équerre d'argent en 2013, les albums des jeunes architectes et paysagistes lauréats en 2014. Félix Muhl pour nous rejoindre, donc atelier de l'Ourcq, installé à Pantin, Équerre d'argent également, lauréat de la premier prix de l'œuvre, donc groupe moniteur donc en 2020, et puis les albums de la jeune architecte des jeunes architectes et paysagistes en 2016, palmarès attribué par le ministère de la Culture pour mémoire, et puis en 2016 palmarès des jeunes urbanistes, ministère Transition écologique et ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Bienvenue à toi. Pour nous rejoindre également, Laura Petitbon, La Preuve par 7. Bienvenue à toi, Laura. Je rappelle que tu es urbaniste, diplômée de Paris 1, Sorbonne Université. Membre également de Plateau Urbain, également lauréate du palmarès des jeunes urbanistes, la même année que Félix Muhl, donc en 2016. Et puis, Juliane Cour, comme témoin, acteur de ces changements, puisqu'on a trois visages, trois regards de concepteurs. Le visage d'un acteur sur ce point, un acteur clé du territoire, du Massif central, sur le Livradois Forez. C'est toi, Juliane, bienvenue. Je rappelle que tu es responsable du pôle aménagement et urbanisme et énergie au sein du parc naturel régional du Livradois Forez. Bienvenue à vous tous. Jean-Baptiste, avant que je ne te laisse la main pour des sujets que je ne maîtrise pas, je voudrais en profane poser une question sur le chapeau. Re-questionner, que s'agit-il ? Reformuler la question ou bien poser d'autres questions, une autre ou d'autres questions. C'est-à-dire, derrière ma question, être plus intrusif auprès du commanditaire. Oui, quand il y a un commanditaire, encore une fois, parce que c'est bien une des clés qu'on verra tout à l'heure, c'est justement de savoir comment on l'incarne et comment on peut parfois aussi co-construire la démarche. On le verra aussi avec un certain nombre d'élus sûrement dans les débats. On compte sur vous d'ailleurs dans la salle pour initier ce débat, pour initier d'ailleurs cette vision des choses, de se dire finalement comment se formule une commande. Je me tourne vers Boris Boucher. On a visité hier un territoire qui était celui de la sauvegarde de la cave Marc et puis de la transformation de la salle des fêtes à Plauzat. Territoire que tu as mis 10 ans finalement à échafauder, construire, avec à la suite notamment d'une première étude de faisabilité, je le mentionnais comme un des éléments cardinaux, déclencheurs, l'étincelle finalement dans la structuration d'un territoire. Et puis aujourd'hui, un projet qui se prolonge à travers un gîte derrière, bien évidemment, cette salle des fêtes que nous avons eu l'occasion de découvrir hier. C'est au clair 5-6 étapes qui s'échafaudent, qui s'égrènent, comme un chapelet qui se constitue sur un fort. Je te propose de revenir sur cette aventure. Merci Jean-Baptiste, bonjour à tous. Effectivement, on allait visiter ce projet en cours de chantier. Il y en a quelques-uns qui l'ont vu hier. On voulait revenir dessus pour
pour être un peu peut-être un peu plus précis. Donc on est dans le grand territoire de la vallée de l'Allier, c'est cette vallée nord-sud, sur donc un village, Ploza, qui est le premier village, le deuxième village en direction de Superbès, des stations de sport d'hiver auvergnates depuis l'autoroute. Donc on est quand même dans une zone, on peut dire périurbaine, même si on est quand même à une demi-heure de Clermont. On est sous l'air de l'influence de la métropole, avec des envies d'habiter qui correspondent plutôt à celle d'une métropole que d'une campagne reculée. Malgré tout, au cœur de ces villages, il y a un dispositif historique qui s'appelle les forts villageois, qui sont en fait des dispositifs historiques de défense par congestion de bâtis, avec des parts de remparts et des parts simplement d'habitations serrées les unes sur les autres. Donc ça donne aujourd'hui une situation... ça donnait il y a quelques années une situation assez catastrophique, d'une sorte de ruine totale du cœur de bourg, totalement inhabité, et qui appartenait évidemment dans ces cas-là, pour la grande majorité, à la commune. Le point de départ, en fait, ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas réellement de commande établie d'une grande étude à l'échelle du problème, puisqu'en fait, il n'y a à la fois pas d'argent, et puis surtout personne n'a tellement envie de se confronter à ce problème de ruines enchevêtrées comme ça dans un cœur de bourg. Et donc là, en fait, l'origine de la commande, c'est une dispute à l'intérieur du conseil municipal entre des élus qui disent qu'il faut raser tout ça et faire un grand parking, ça sera vraiment pratique, et ceux qui disent non, quand même c'est un peu dommage parce que ça constitue quand même une autre histoire, et puis quelque chose, finalement un lieu qui porte en lui plutôt une certaine beauté. Voilà, et donc à l'origine c'est ce bâtiment-là qui est la cave Marc, une ancienne cave sur 2 niveaux avec des très belles voûtes croisées, mais malheureusement dont 2 d'entre elles se sont effondrées l'hiver d'avant, et voilà, et dont les travaux, les devis formulés par les entreprises spécialisées en restauration du patrimoine, évidemment dépassaient largement les finances de la commune. Donc la commande d'origine qui nous est portée à mon agence, c'est celle de Christophe Desvignes Recita. C'est une petite étude de faisabilité pour, je crois dans mon souvenir, 5 000 € hors taxe, pour nous dire, voilà, qu'est-ce que vous pouvez y faire de ce truc-là. Est-ce que, en gros, on peut réparer, est-ce que ça vaut le coup, voilà. Et donc on a évidemment tout de suite déplacé la commande en disant que ça ne servait à rien de réhabiliter, de sauver un bâtiment si on faisait rien dessous, mais qu'on pouvait... alors il y a eu tout un tas de scénarios échafaudés, évidemment, mais on en est arrivé à l'idée que juste sauver les voûtes en train de s'effondrer, juste refaire le toit, ça nous permettait simplement avec les quelques, allez, on va dire 100 000, 120 000 € qui étaient éventuellement disponibles, ça nous permettait juste de sauver ça, mais le programme qu'on a proposé, c'est de faire ce qu'on a appelé une salle des fêtes d'été, une sorte de halle, quoi, en gros, qui était de dire, si on sauve ce bâtiment, au moins on puisse un peu s'en servir. Voilà, et c'est effectivement ce qui s'est passé. On a pu, à cette occasion-là, on a refait un objet là, qui nous a coûté quelques dizaines de milliers d'euros à l'entrée, qui permettait simplement de rentrer dans le bâtiment, parce que c'était un bâtiment avec les parties qui s'étaient effondrées sur le devant, comme on voyait juste avant, et qui était même plus accessible, c'est-à-dire on pouvait même pas rentrer, il fallait passer par une espèce de cave arrière pour aller dedans. Voilà. Donc c'est simplement finalement ces travaux on peut dire de sauvegarde dans un premier temps, et puis juste quelques aménagements très simples, juste refaire une ceinture en béton pour tenir la voûte effondrée, mais pas refaire la voûte parce qu'on n'avait pas les moyens, payer quelques tubes de cuivre avec une lampe Ikea à la mode pour éclairer quand il fait sombre. Et voilà, et c'est vrai que depuis quelques années, ce bâtiment a servi pour tout un tas de petits usages, notamment il a tout un hiver servi aux agents municipaux à réparer les chaises de l'église, il a servi pour le marché de Noël, pour une conférence, pour différents événements, pas hyper fréquents, ça n'a pas servi tous les week-ends, ça c'est clair, mais ça a servi. Et ça a permis en fait de tout d'un coup réinventer une commande, c'est-à-dire que ce lieu-là qui était un lieu coupé, du village, honni, d'une certaine manière, puisque dangereux, est devenu un lieu que les gens se sont réappropriés tout doucement, effectivement. Et donc ça a finalement donné l'idée aux élus et aux habitants
de ce lieu, et donc donner l'envie et d'aller chercher des subventions, chercher un projet. Et donc ils ont engagé une deuxième étape, une sorte de phase 2, qui était le réaménagement de la place, qui était un peu un no man's land jusque-là, alors que c'était un lieu absolument fondamental dans le trajet entre le haut de la ville et la partie centrale, l'école, le centre de loisirs, la mairie. Voilà. Et c'est un lieu qui d'ailleurs, on l'a vu hier, qui est traversé en permanence par les habitants, un lieu totalement piéton. Et donc, à cette occasion-là, la collectivité donc, a réussi à mobiliser 200 000 euros, 199 000 euros, 800 même, a dit le maire hier, pour faire cette place. Et on a dit, en fait, finalement, c'est un peu trop d'argent pour faire cette place, 200 000 euros. On va utiliser la moitié. Et l'autre moitié, en fait, on va s'en servir pour réparer la toiture de 2 petits bâtiments qu'ils avaient qui étaient en train de s'effondrer. Bon, ça nous a coûté 10 000 euros. Et le reste, on va s'en servir pour faire un gîte à l'arrière, dans un autre ruine, qui est évidemment un très joli bâtiment, mais vous voyez, en très mauvais état. En disant, on va faire... à nouveau, on va essayer de fabriquer un imaginaire avec cet imaginaire d'habiter dans les ruines, comme on l'aurait fait au 19e, avec une sorte de cabane en verre comme ça, posée sur 2 poutres en béton qui servent à juste sauver le bâtiment qui était en train de s'effondrer. Les travaux sont en cours. Et donc on a finalement pas répondu à la question, répondu à côté de la question en disant la moitié de votre budget on s'en sert pour entamer finalement cette reconquête des forts, de cet endroit que tout le monde détestait il y a quelques années, que maintenant on commence à imaginer. Mais évidemment que ce bâtiment de la cave Marc qui était sur le devant était une occasion rêvée, parce que c'est un bâtiment sublime, même s'il était en train de s'effondrer. Et donc on a créé cet usage au travers de cette commande. Et donc et puis on continue. Hier le maire a dit que il allait lancer une étude de faisabilité un peu plus large sur l'ensemble du fort villageois. Et puis on va attaquer les travaux aussi pour l'aménagement de cette place en équerre là, qui est devant l'église, qui est juste à côté des forts villageois. Les forts villageois, c'est cette partie-là. Et en plus de ça, ça donne aussi l'occasion de travailler avec le conseil départemental sur la traverse qui en fait relie finalement la place de l'église et fait le tour du fort villageois. Voilà. Donc en fait c'est un ensemble finalement de petites commandes, de toutes petites commandes de quelques milliers d'euros, quelques dizaines de milliers d'euros par-ci par-là, de faisabilité, de maîtrise d'œuvre partielle successive, qui font au final une démarche cohérente. C'est évidemment l'autorisation qui nous est donnée par le maître d'ouvrage, on peut dire la liberté qui nous est offerte de ne pas toujours répondre exactement à la question qui nous est posée, qui n'est pas toujours facile. Hein. C'est vrai qu'il y a des élus qui ont leur idée et parfois elles sont bonnes. Ça arrive. Enfin, je crois que je l'ai déjà vu 1 ou 2 fois, oui. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est plus intéressant, c'est de dire que là, la commande, elle s'est constituée finalement autour d'une discussion qui est une discussion technique et politique. Voilà. C'est-à-dire que la commande préalable, générale, qui porterait sur 3 mandats, évidemment qu'elle n'existe pas en aucun cas dans des situations difficiles comme celle-ci. Et qu'elle n'est possible qu'en réalité autour d'un échange technique. Et dans des situations de petites communes où la présence technique est faible, évidemment, on a peu de techniciens qui sont capables à la fois de diriger les agents municipaux, de chercher des subventions, et puis en plus d'établir un programme compliqué. Évidemment que ça n'existe pas, ce genre ou rarement. Donc ça se fabrique forcément dans une relation technicien-politique, sur un temps long de presque 10 ans, effectivement. Oui, on voit bien sur ce projet, une étude de faisabilité, 2, un petit équipement qui vient générer, et puis une succession de commandes qui permettent d'anticiper. Je pense qu'il faudra qu'on revienne sur ce point. Aussi les commandes de demain et la construction d'un temps long. On en parlait hier en marge de nos visites, mais l'importance de construire un récit sur le temps long. Je pense que c'est un élément qu'il faut qu'on puisse bien examiner dans ce contexte-là. Et puis comment on crée une culture du projet, une co-construction et une culture de la confiance avec les élus. C'était le témoignage aussi de ce miroir hier que tu avais installé avec le maire. Alors, c'est un projet, celui-ci, mais il y en a d'autres que tu as initiés à l'échelle du territoire du Massif central, hein, qui est ton terrain de jeu historique dans ce contexte-là. Et je propose qu'on puisse poursuivre ce parangonnage de territoire et peut-être de cheminer vers Ambert.
Ambert, rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, on est en plein cœur du parc naturel régional du Livradois-Forez. On aura l'occasion d'évoquer longuement ce territoire particulier. On est plus particulièrement dans une vallée qui passe de Courpierre jusqu'à Arlan, une vallée qui est tout à la fois industrielle et rurale, qui est la vallée de la Dore, et dans lequel un îlot vient s'installer, se mettre en place à Ambert, qui est l'îlot Henri IV. Je pense que tu peux revenir sur cette expérience. Oui, alors j'avais mis une image, mais bon, je vois qu'elle n'y est pas, mais c'est pas très grave, je me débrouillerai sans. Effectivement, Ambert, c'est aussi l'histoire d'un projet qui dure longtemps, effectivement, puisqu'à l'origine c'est une municipalité, mais c'était il y a déjà 2 ou 3 mandats, qui en fait se pose la question d'un bâtiment à vendre, vraiment dans une situation très singulière, puisque pile en face de la mairie, dans un angle d'une petite allée, et à côté du parc public historique. Voilà, des gens qui sont vendeurs d'un bâtiment pas en très très bon état, effectivement, mais bien construit, avec des fenêtres, des grandes fenêtres, etc. La question qui nous est posée, pareil, à travers d'une petite faisabilité de quelques milliers d'euros, c'est est-ce qu'on doit acheter ce bâtiment ? Ce qui est déjà une bonne question, parce que c'est une question très réaliste, quoi, tout simplement, est-ce qu'on doit acheter, oui ou non ? Et la réponse qu'on a formulée est évidemment ni oui ni non, c'était plutôt non si vous n'avez pas de projet, oui si vous avez un projet, et notamment si vous avez le projet de racheter la maison d'à côté. Parce qu'en réalité, la maison d'à côté appartenait à un pâtissier historique du bourg, qui avait rénové quelques logements qu'il louait il y a quelques années, mais qui étaient un peu dégradés, donc il a décidé de ne plus louer. Ou tout simplement qu'il n'avait plus à louer. Voilà. Et donc ce gars-là partait à la retraite, et c'est vrai qu'en étant sur place, quoi, en visitant le bâtiment et tout ça, en le connaissant aussi, bien sûr, c'est l'avantage d'être parfois du coin, pas toujours un avantage, mais parfois si. C'est que le gars est venu nous voir en nous disant, moi en fait je voudrais bien aussi vendre, quoi, en quelque sorte. Et donc finalement on s'est retrouvé dans un tissu de bourg avec des parcelles étroites, classiques, quoi. 2 maisons l'une à côté de l'autre, légèrement décalées, et la possibilité de racheter les deux. Et c'est ce qu'on a dit à la commune, genre, on leur a dit, mais si vous rachetez les deux, tout d'un coup les parcelles qui sont à l'arrière vous fabriquent une largeur, un tellement foncier, qui tout d'un coup rend possible la construction. Et donc c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'ils ont acheté, bon, c'était un peu long, et puis ensuite, à travers d'un des bailleurs sociaux départemental, l'Office du Puy-de-Dôme, ils ont confié, sous forme d'une convention, d'un bail, à longue durée, le terrain pour la rénovation de ces 2 bâtisses et la construction. Donc pour 6 logements avec un ascenseur, il n'y avait pas d'ascenseur, il n'y avait pas de logements sociaux avec un ascenseur dans Ambert, ils en ont profité. Et à l'arrière, donc la construction de 7 logements neufs, voilà, qui était rendu possible uniquement par le regroupement des deux parcelles, qui étaient 2 parcelles beaucoup trop étroites à l'origine. Voilà. Ça a permis de désenclaver une parcelle, puisqu'on était dans une situation très favorable d'une grande ouverture, d'une grande façade ouverte, plein sud sur le parc. Voilà. Et donc on a reconstitué finalement 7 logements neufs, 7 logements qui donnent avec des grandes terrasses ou des jardins plein sud sur le parc. Voilà. Et ça a permis aussi de résoudre un des grands problèmes classiques des centres-bourgs sur la question commerciale, qui est la surface, puisque historiquement les centres-bourgs ont des surfaces commerciales trop petites pour les besoins, et donc on a pu regrouper les 2 rez-de-chaussée. Alors on a fait un gros trou au travers du pignon, bien sûr. On a pu regrouper les 2 rez-de-chaussée et donc installer une pâtisserie plus vaste, plus confortable, où un jeune pâtissier a pu s'installer. Il est venu exprès de l'Ardèche pour s'installer dans ce lieu-là. Et notamment aussi a pu déplacer en fait la partie. C'est rigolo parce que historiquement, évidemment, on faisait le commerce, la pâtisserie commerciale était sur le boulevard, et là il a déplacé la partie commerciale sur le parc, dans un endroit avec une petite place, le parc, etc., beaucoup plus confortable, et il a mis la partie production sur le boulevard. Voilà. Et donc on a pu, grâce en fait à ce regroupement, cette faisabilité originelle 10 ans avant quasiment, on a pu résoudre quelques sujets hyper importants et très compliqués des centres-bourgs, qui sont la vue, les espaces extérieurs et la surface des événements commerciaux. Voilà. Oui. C'est un nouveau modus operandi que tu mets en place en réalité, qui est de reconstruire la commande, réinventer la commande. Tu en as fait l'ADN au sein de ton agence. C'est la méthode finalement qui constitue désormais un mode de faire, une marque de fabrique, pardon de l'image sûrement trop simpliste. Je te propose de revenir peut-être sur différentes commandes justement que tu as pu esquisser, la manière dont tu les as envisagées, la manière dont tu les as
construite, réinterrogée, réexaminée et puis repensée avec les élus locaux et puis l'ensemble des acteurs du territoire. Alors ce modus operandi, il nous appartient pas, il est plutôt, il appartient à quelqu'un, il appartient à personne, mais on peut dire qu'il est en tout cas l'apanage de cette école, c'est ce à quoi on forme nos étudiants depuis 15 ans, ça caractérise le travail de Simon, je sais pas, j'ai vu Clara tout à l'heure aussi, de plein d'anciens étudiants et professionnels de cette école. Ça correspond évidemment aussi à notre territoire, quoi, voilà, et au fait que à Ploza, par exemple, on était dans une situation où en fait, ce qui a compté, c'était de faire. C'était pas de faire des études pendant des années, comme ça arrive parfois, et parfois c'est nécessaire. C'était de commencer par faire. Voilà. Donc effectivement, c'est une chose qui est à la fois passionnante, mais ça repose pas non plus. À Ambert, par exemple, ça reposait pas du tout seulement sur sur une méthode qu'on aurait établie à l'avance, hein. Ça reposait plutôt sur un ensemble d'acteurs, de situations fortuites, de hasard, finalement, de passage de diverses collectivités, de diverses équipes municipales au travers d'une quinzaine d'années, finalement. Voilà. Alors, mais c'est vrai que, en tout cas, cette histoire de réinventer la commande, ça devient quelque chose qui est presque quelque chose d'indispensable en réalité. Voilà, je vous l'ai montré, mais c'est pas grave, j'enverrai un projet là, très différent, dans un territoire très différent, dans le sud de Paris, une sorte de ce qu'ils appellent là-bas un village de 2000 habitants, on va dire une demi-heure au sud de Paris, qui s'appelle Champlan. On a réalisé et gagné un concours, ça n'arrive pas souvent, pour un équipement multifonction sur un ancien moulin au bord de l'Yvette, qui est un moulin qui avait été totalement massacré au fur et à mesure des années par le fait qu'il y a des gens qui avaient des moyens pour faire des trucs, et donc de démolir au fur et à mesure les petits équipements liés à l'eau, voilà. Et puis c'est un bâtiment qui avait été recouvert à un moment donné par un énorme enduit ciment, alors que c'est un bâtiment qui date du 15e à l'origine, puis avec plein de transformations, et puis avec tout un tas de tout ce qui fabriquait le paysage finalement de ce lieu-là a été phagocyté par la métropole, bien sûr, ça c'est on va dire assez classique, mais aussi c'était une chose qu'on a un peu découverte, c'est que l'équipement, enfin le lieu, le moulin en soi, était lui aussi finalement détruit dans son imaginaire et dans son histoire. Voilà. Et c'est vrai que dans le programme du concours, il y avait donc ce grand moulin, quand même qu'il fallait garder, et puis il y avait deux autres petits bâtiments, dont le bâtiment du Fournil, qui était prévu d'être démoli. C'était le programme du concours, hein. C'était pas un choix, on nous a expliqué qu'il fallait le démolir parce qu'il était mal placé, quoi, en gros. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'agence, ou dans les domaines d'études de cette école, c'est une discussion qu'on a eue avec Simon il y a quelques années aussi, on ne peut plus imaginer aborder un lieu sans se dire qu'a priori il faut garder. C'est-à-dire que l'idée a priori ce n'était pas celle qui était les nôtres il y a 10 ans ou il y a 15 ans, mais aujourd'hui ça doit être le cas. C'est-à-dire qu'on doit garder a priori. Voilà. Et donc on a décidé de garder ce Fournil, cette espèce de petit bâtiment qui avait l'air un peu mal fichu comme ça en plein milieu du site. Mais en réalité, ça nous a débloqué plein de portes du programme. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient une salle qu'ils n'arrivaient pas bien à placer dans le moulin parce qu'il fallait tout détruire pour casser des murs porteurs. Enfin bref, ils avaient toute une idée très compliquée. Finalement, on a déplacé cette grande salle dans le Fournil. C'était pile la surface. Personne ne s'en était aperçu dans le programme. Et on a juste reconnecté les bâtiments entre eux. Ce qui fait qu'on a beaucoup moins construit de neuf. On a eu un budget beaucoup plus favorable. C'est la première fois qu'on faisait chiffrer un projet de concours et qu'on était en dessous de l'estimation. Et ça a libéré tout un tas de portes du programme. Et en fait, on a gagné à l'unanimité. Alors, je décris un miracle, parce que la moitié du temps, les 3/4 du temps, quand on fait ça, évidemment, tout le monde dit « Ah ben non, c'est pas notre idée, il faut changer ». Et là, dans ce cas-là, c'est devenu une évidence. C'est devenu une évidence tout simplement par le projet. C'est-à-dire qu'en fait, la commande, pourtant il y avait un programme bien établi de 90 pages, fait par Paris Sud Aménagement, des gens très sérieux, très organisés, avec tout un tas de réunions de concertation. Mais finalement, personne n'avait vu, par un moment, c'est pas que nous, on a eu un truc divin qui nous est tombé dessus. C'est juste qu'en fait, on a eu cette idée de départ qui est de dire on ne peut pas démolir. Voilà, tout simplement. On part de ça. Et ça, en fait, ça a débloqué tout le programme. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi s'imaginer qu'il y a ces changements ce changement de paradigme, il est aussi dans nos pratiques, quoi, de techniciens, de s'imaginer les choses différemment. Et c'est vrai qu'en termes de méthode, je pense que c'est difficile d'un point de vue marché public tout ça, hein, parce que nos concurrents, qui avaient fait un très très joli, deux très bons concurrents architectes, qui avaient fait 2 bâtiments magnifiques, tout neufs, comme ça en plein milieu du site, auraient pu dire mais c'est pas le programme, il faut faire un recours, tout ça, quoi. Voilà. Voilà.
Une école clermontoise qui se crée, ça c'est intéressant parce que bien sûr, il y a eu l'école bordelaise dans les années 50. On peut imaginer bien sûr qu'une école est en train de se construire dans la manière de faire, dans le modus operandi, dans la manière de concevoir. Je me tourne vers un autre territoire. Cette fois-ci, vers Félix Muhl. Félix Muhl, je vous ai présenté, mais vous êtes architecte, urbaniste, enseignant à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette. Vous avez ausculté un territoire qui est celui de la Normandie. Alors moi, je vous ai connu sur un travail en particulier à Port-Bail, notamment une étude de programmation que tu avais pu réaliser à cette occasion sur un atelier des territoires aussi engagé, qui est une démarche du ministère de la Transition écologique, ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, portée par la sous-direction aménagement durable. Mais dans ce contexte-là, l'histoire que tu propose de raconter aujourd'hui, c'est celle d'un territoire haut normand et bas normand, d'une commande qui était passée sur 15 communes et notamment de pouvoir constituer un plan guide. Alors ce plan guide, tu le construis aussi sur une articulation d'une analyse particulière et spécifique du territoire. Au fond, ça réinterroge un sujet qui est la place des études d'opportunité dans le cadre des projets d'architecture. Je pense que c'est un des éléments clés, quasiment inexistantes en France. On sait qu'il y en a de très nombreux pays qui le mettent en place. En France, c'est plutôt des études de faisabilité, des études de pré-programme, des études de programmation qui sont mises en place et déployées avec des faisabilités spatiales, juridiques et économiques. Au fond, comment tu constitues ce socle de connaissances associé à un territoire? Comment tu constitues cette vision associée au diagnostic? Et comment c'est un élément déclencheur dans la structuration d'un territoire et dans sa structuration et dans sa pensée? Merci pour l'invitation déjà. Comment je peux passer les images comme ça, j'imagine? Je reviens en arrière. Oui, donc je voulais vous présenter en fait une expérience qui est en cours, qui se termine avec cette année 2021, puisqu'il s'agit d'une commande qui nous a été passée par l'EPF Normandie, donc l'établissement public foncier de Normandie, et sous la forme d'un accord cadre, enfin si vous voulez les détails, et qui consistait à aménager, à apporter une réflexion de type plan guide, donc une étude de bourg globale, on va dire, multithématique, sur 15 communes de Normandie. Alors, en réalité, c'est 3 communes par département normand. Donc voilà, 3 x 5 égale 15. Donc ce que vous voyez sur la carte là, c'est que c'est extrêmement réparti sur le territoire. Qu'on a des communes littorales, on a des communes qui sont dans la vallée de la Seine, on a des communes qui sont plutôt sur les plateaux agricoles du Pays de Bray ou au contraire sur les plateaux agricoles de l'Eure, et on a des communes dans l'Orne ou dans le Sud-Manche, on va dire, qui sont vraiment là dans c'est pas loin de ce qu'on appelle la Suisse normande, donc on est vraiment, enfin on pourrait se croire en Auvergne assez facilement, par le type de paysage, son caractère très un peu fermé, assez enclavé. C'est pas n'importe quel type de commune, c'est des communes de moins de 1500 habitants, qui avaient comme particularité d'être identifiées comme des petites centralités. Donc petite centralité, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il y avait quand même un rayonnement, un petit rayonnement sur son territoire alentour, dans la mesure où chacune de ces communes était capable d'apporter un pack minimum de services. Alors 1, 2, parfois 3 commerces, une école, voilà, parfois une salle des fêtes, une petite bibliothèque intercommunale, un gymnase, etc. Mais quelque chose vraiment réduit à l'essentiel d'une certaine manière pour faire village, quoi, pour apporter un petit degré d'urbanité.
Ce qui est important, parce que vu que le sujet là, de la discussion, c'est la question de la commande, c'est que c'est aussi de peut-être contextualiser la naissance de ce type de commande. Alors, en effet, on est sur des petites communes, donc moins de 1500 habitants, c'est aussi en deçà du seuil petite ville de demain. C'est-à-dire qu'il y avait aussi cette strate encore inférieure à petite ville de demain qui était servi ou pas servi, je pense que c'est pas le débat, mais en tout cas qui était regardé, scruté par ailleurs. On est bien sûr sur des conseils municipaux de personnes, comment dire, c'est vraiment pas des professionnels de la politique, qui sont pas du tout dans des logiques de carrière politique, qui sont avant tout des habitants d'une certaine manière, voilà, qui ont en gestion la commune, quoi. C'est-à-dire qu'avec voilà. Et qui, pour la plupart, et on ne peut pas leur reprocher, n'ont pas nécessairement de culture de la planification. C'est quelque chose qui leur est assez étranger, se projeter sur 5, 10, 15, 20 ans, 30 ans, et voir comment on organise un programme d'action dans le temps pour s'adapter à la vie, comme ce qui a été dit ce matin, quoi, au désir, à la vision de la vie qui évolue nécessairement. Mais qui donc n'ont pas cette culture de la planification, mais qui ont identifié toujours un problème. Donc ça part toujours d'un problème. Donc en effet, c'est un commerçant qui part à la retraite, qui quitte le dernier commerce du village. C'est une bâtisse de centre-bourg qui s'écroule. C'est des problèmes de confort liés à une trop grande circulation dans les bourgs. C'est un terrain dont on pressent qu'il y a un enjeu, mais on ne sait pas très bien quoi faire. Des fois, en effet, parce que le conseil municipal est divisé. C'est vrai que c'est souvent, quand il y a ces discussions, c'est quelque chose qui n'est pas évident qui ressort, que ça amène des questions. Donc, on est vraiment dans quelque chose de très localisé, souvent un terrain, un bâtiment, bon, des fois deux, etc. Et le but, c'est en effet de les amener du petit vers le grand, c'est-à-dire du problème très localisé, très réduit dans son ambition et dans son ampleur, à une réflexion sur un espace un peu plus grand et sur une temporalité aussi plus longue. Voilà. Donc, je dirais que ce premier requestionnement de la commande, il était fait en amont de la commande, dans la mesure où ce sont des choses qu'on a travaillées avec l'EPF Normandie de longue date, donc à Port-Bail, mais pas que, dans plein de situations, et qui, en fait, les a amenés à formuler cette commande qui consistait réellement à partir du petit vers le grand et de développer de façon expérimentale, en l'occurrence sur cette année, un mode de faire pour que l'EPF redéfinisse son rôle auprès de ces toutes petites collectivités. Donc on avait en fait un peu deux échelles de réflexion qui se croisaient et qui, à mon avis, donnaient tout son intérêt et son sel à cette commande. C'était à la fois répondre aux enjeux de planification de chacune de ces 15 petites bourgades, et en même temps de travailler avec l'EPF Normandie, donc, qui rentre dans l'écosystème des partenaires, parce que ça, il faut quand même le dire, les élus ne sont pas seuls. Il y a des PNR, il y a des départements, il y a des intercos qui parfois jouent très bien leur rôle d'accompagnement à l'ingénierie, des fois moins bien. Il y a des programmes régionaux. Enfin, voilà, les élus sont pas seuls. L'ingénierie est un peu morcelée, c'est clair. Mais en l'occurrence, l'EPF Normandie avait à cœur de s'interroger lui-même sur son rôle, sur sa manière d'accompagner ces plutôt petites villes qui avaient des problèmes liés au foncier, quoi, voilà, qui est un peu le cœur le cœur du travail de l'EPF, mais qui étaient en fait des problématiques extrêmement différentes de ce que l'EPF avait l'habitude de traiter, à savoir des grandes friches industrielles, souvent dans des contextes métropolitains, etc. Donc, à la fois répondre au plan guide et en même temps accompagner l'EPF dans une redéfinition de son action publique, quoi, d'une certaine manière. Voilà. Donc ça, c'était pour la commande qui avait été requestionnée en amont, puisque, je ne sais pas si on a le droit de le dire, mais on a un peu participé à la rédaction du cahier des charges. Voilà.
Ça reste entre nous. Mais ce qui prouve une chose, c'est qu'il y a une commande très définie. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on a précédemment entendu, je crois qu'il faut être assez clair, là, il y a une puissance de l'État aussi très présent avec ses différents opérateurs. Là, en l'occurrence, un EPF, un établissement public foncier qui a une capacité d'ingénierie et de poser aussi une problématique, un sujet. D'une certaine manière, ça peut aussi être conduire, et on le voit dans l'échelle d'intervention, à construire un projet de territoire. C'est-à-dire pour ce territoire normand, c'est-à-dire de sortir d'une géographie spécifique en se disant qu'est-ce qui fait école d'une certaine manière à l'échelle du territoire, premier élément. Deuxième élément, c'est se dire que ça fonde fondamentalement une problématique d'adhésion aussi des élus locaux, j'imagine. Ça doit être un élément cardinal de vos réflexions, c'est de se dire il y a une commande qui existe portée par l'EPF, comment elle peut être appropriée et doit être nécessairement appropriée par tout à la fois les élus locaux du territoire, de chacune de ces communes qui sont examinées, auscultées, dans lequel vous avez arpenté, installé aussi votre atelier, et puis aussi au centre, les habitants. J'imagine que c'était un élément pas forcément simple, vu la granulométrie aussi de l'opération et l'échelle d'intervention. Alors, pour répondre à la première partie de la question, c'est que, en fait, ce que je trouve intéressant dans notre relation de travail avec l'EPF, c'est que, certes, c'est une grosse machine, parfois un peu trop grosse, c'est-à-dire que ils sont, en fait, il y a une entropie phénoménale, quoi, dans le fonctionnement de ces choses-là. Toi qui travailles au ministère, tu vois aussi ce que je veux dire. Mais c'est-à-dire que même l'EPF, ils n'avaient pas la réponse sur comment aborder ces questions de petits territoires. C'est-à-dire comment l'action publique et l'argent public, on arrive à l'investir de façon efficace et pertinente dans ces petits territoires. C'était une question totalement ouverte pour eux. Donc la commande était définie parce qu'on avait participé avec eux à la définir. Enfin, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est que voilà. En effet, c'est pas à l'échelle du petit village qu'on a redéfini cette commande, mais bien à l'échelle de ce gros organisme qui est l'EPF Normandie. Je reviendrai peut-être sur la question de l'écosystème habitant, le bourg, quoi, on va dire, donc les élus, les habitants, les techniciens, etc. Mais peut-être pour avancer, donc c'est aussi du coup, ça nous a posé, alors ça rejoint peut-être la deuxième table ronde, mais c'est lié, ça nous a posé à nous, Atelier de l'Ourcq, donc petite équipe de 7-8 personnes, un peu des questions de méthode, quoi. Comment on conduit 15 études de bourg de façon concomitante et de façon efficace, de façon spécifique, de façon située, avec du temps pour l'écoute, qui est à mon sens fondamentale, c'est-à-dire que, sans même parler de participation, parce que tout de suite on verse dans quelque chose d'un peu plus idéologique, mais juste déjà être là pour écouter et faire preuve de qualité d'écoute auprès de toutes les personnes, ça prend du temps, ça demande de l'investissement. Donc ça nous a posé des questions de méthode, comment on l'aborde, et ces questions de méthode nous ont amené ensuite vers une autre manière d'aborder cette commande un peu large, un peu massifiée, qui a été de regarder, en gros, spatialement, quels sont un peu les invariants, les régularités combinatoires que l'on retrouve dans toutes ces différentes études de bourg. C'est-à-dire que, peut-être de façon un peu provocatrice, quoi, ce qui nous a intéressé, c'est pas tant le spécifique que justement le générique. Qu'est-ce qui, à cet endroit-là, en fait, est quelque chose qui revient et qui mérite d'être un petit peu pensé, organisé, pourquoi pas un peu codifié, avec les limites de ce qu'on peut avoir sur la codification, bien entendu, de façon à avoir un regard une lecture assez efficace, assez immédiate des enjeux d'une bourgade d'une telle taille, quoi. Et aussi, pour aller un peu plus loin, parce que ça nous a permis en fait de décomposer de façon très minutieuse les éléments
de ce qui fabriquait l'urbanité minimale. Cette urbanité minimale dont j'essayais de parler au départ, quoi. C'est-à-dire le moment où il y a le sentiment de faire village, le sentiment qu'il se passe quelque chose, le sentiment d'appartenir à quelque chose, à une organisation humaine qui dépasse sa simple parcelle, comment ça se manifestait dans l'espace et comment on pouvait l'accompagner, l'enrichir, etc. Cette urbanité minimale, ce qui est vachement intéressant aussi, c'est que de réussir, enfin en tout cas de tenter plutôt de la théoriser d'une certaine manière, spatialement, ça nous a permis de regarder très différemment des villes beaucoup plus grandes, comme Avranches en Normandie, comme Miramont-de-Guyenne dans le Lot-et-Garonne, comme Thionville en Moselle, enfin bon, bien d'autres villes sur lesquelles on travaille, et même à l'échelle d'un immeuble. Là on travaillait sur un immeuble parisien où c'était un programme participatif et on a mis en avant l'urbanité intérieure de l'immeuble en travaillant justement sur ce caractère très, très minimal, très fin, très, très subtil des relations visuelles croisées, rapides, etc., qui fabriquent des relations entre les espaces et le sentiment que le tout est plus important que les parties. Et donc du coup, cette expérience sur l'urbanité minimale que je souhaitais présenter dans les grandes lignes là, mais je ne sais pas si on aura le temps. Ah oui, tu as le temps, bien sûr. Tu développes un archétype, en fait, d'un certain nombre de territoires, hein, les traverses de bourg, les effets de centralité. Enfin, je pense il y a tout un archétype qui est développé. C'est un peu ça. L'idée, c'est un peu de développer une grammaire qui est plutôt une grammaire du regard, je pense, et certainement pas une charte des bonnes pratiques mais c'est une manière d'apprendre à regarder ces bourgs de façon multithématique, de façon sensible, etc. Et aussi pour répondre quelque part à l'enjeu de quantité. Je pense qu'il est vachement intéressant aussi de parler de l'enjeu de quantité, quoi. C'est-à-dire qu'on a 36 000 communes, potentiellement 36 000 places de village. Bon, c'est pas tout à fait le cas, mais voilà. On sent aujourd'hui qu'il y a un enjeu, ça a été évoqué ce matin, droit au village, ou peut-être que c'est pas exactement, enfin voilà, un truc dans ce style-là, quoi. Il y a un enjeu de cohésion sociale qui passe par le fait de redonner de la qualité et de redonner des espaces pour le vivre ensemble à l'échelle de tous ces petits villages. Donc il y a un enjeu de quantité. Moi je trouve que c'est intéressant, c'est-à-dire que je trouve que c'est intéressant de pas se cantonner à dire on va faire plein de petites choses, ça va être super, mais voilà, ça va être... Voilà. Comment est-ce qu'on peut essayer de, quelque part, un peu massifier cette qualité qui a été expérimentée à plein de petites échelles et qui est splendide, tous ces sujets qui ont été défrichés, comment est-ce qu'on peut l'apporter de façon un peu plus conséquente sur l'ensemble du territoire. Et en fait, ça correspond, il se trouve, à un certain type de commande qui apparaît, où de plus en plus de collectivités, donc soit des communautés de communes, soit des départements, massifient en fait les études de bourg. Et il y a de plus en plus de commandes qui sont de l'ordre de 15, 20, 30 études de bourg d'un coup, avec, à mon sens, ce qui est dangereux, c'est le côté, bien entendu, que ça devienne quelque chose d'absolument générique et on va se retrouver avec l'équivalent 2021 des ronds-points des années 90-2000, quoi. Donc ça, c'est bien entendu l'écueil. Mais ce qui est intéressant en élargissant un peu l'assiette de la commande, c'est qu'on va pouvoir mieux emboîter les échelles et notamment s'assurer que l'échelle du projet soit cohérente avec l'échelle de l'action possible. C'est-à-dire que la commune, aujourd'hui, comme échelle d'action, c'est très limité. On en fait tous l'expérience. L'interco, la communauté d'agglomération, devient une échelle d'action sur le plan financier, sur le plan de l'ingénierie, etc., qui est beaucoup plus pertinente, quoi, d'une certaine manière. Avec l'écueil, le risque du générique, bien entendu.
Donc bref, on se place un peu dans cette perspective-là aussi de, étant donné l'objectif de quantité, étant donné le processus un peu de massification de la commune qui découle de l'objectif de quantité, d'une certaine manière, comment est-ce qu'on peut conserver une certaine, une grammaire un peu fine, une finesse du regard, et soigner, bichonner cette urbanité minimale qui fait tout le sel de ce territoire diffus, de cette constellation d'établissements humains sur l'ensemble du territoire, qui est spécifique à la France aussi. Voilà. Donc, j'ai été un peu long sur l'introduction. Heureusement, je vais être très rapide sur le reste. Par contre, j'ai pas re-questionné la commande, j'ai laissé 3 slides. Voilà. Bon, ça, c'est juste pour l'ambiance. C'est à la fois parfois très beau, parfois très très générique. Il y a de la vieille pierre, il y a de l'entrepôt industriel. C'est les campagnes françaises, d'une certaine manière, avec voilà, c'est les campagnes françaises. Ça a donc 15 communes, 15 plans guides. Il n'y avait pas la place pour les 15, mais bon, voilà, on en a mis 6. Il y en a 2 qui se répètent. Bon, bref, peu importe. L'idée, c'est certainement pas de rentrer dans le détail de chacun de ces plans guides, ça n'aurait aucun sens et serait profondément ennuyeux. Tout ça, pour vous, je souhaitais juste vous expliquer un peu les quelques thématiques qu'on a pu dégager de cette grammaire de l'urbanité minimale, quoi, d'une certaine manière. Aujourd'hui et maintenant, c'est pas une vocation à être une vérité universelle. En tout cas, nous, l'espèce de méthode qui nous a permis d'aborder de façon concomitante l'ensemble de ces 15 collectivités. Donc, la première question, c'est celle qu'on a appelée la traverse du bourg, c'est-à-dire la question du flux. Le flux à la fois comme un inconfort pour le village, parce que un inconfort pour le piéton, un inconfort pour l'habitant, un sentiment et voire une véritable insécurité pour ces gens-là, et en même temps le flux comme étant un peu l'ingrédient nécessaire pour que existe cette urbanité, c'est-à-dire que pour que existe le bar tabac, Mondial Relais, enfin le épicerie, celui qui a la clé du gîte communal, enfin espèce de lieu multiservice qui est fondamental dans un village, qui est souvent le dernier commerce, quoi. Quand il n'y a plus la boulangerie, il y a au moins le tabac. Donc ce flux, comment on accepte déjà que ce flux est une chance, quand bien même c'est aussi un inconfort. Voilà, et comment on travaille cette question de la vitesse, en fait. Et c'est vraiment la question de la vitesse, au-delà des questions de juste une approche strictement fonctionnelle, d'installer les casseurs de vitesse au bon endroit. Comment on fabrique un paysage urbain qui incite naturellement l'automobiliste à lever le pied. Donc, première thématique, la traverse de bourg. La deuxième thématique, c'est l'effet de centralité, ce qu'on a appelé l'effet de centralité. C'est qu'est-ce qui fait, à un moment donné, dans l'expérience du bourg, qu'on se retrouve en présence à la fois peut-être une ou deux vitrines, la mairie, peut-être l'église, si tout va bien, tout ça est ensemble, du patrimoine, quelque chose d'un peu rapproché, d'un peu aggloméré, qui donne l'impression d'être au centre de quelque chose. Et en fait, ça se joue beaucoup par des relations visuelles très subtiles, par la qualité des sols aussi, la capacité des sols à fabriquer un tout, enfin une unité à partir d'un vide, quoi, de l'étendue qui sépare les bâtiments. Voilà, et c'est là où, à mon avis, se niche la question de l'identité du village, du sentiment d'appartenance à ce village, etc. Ça, c'est l'effet de centralité. Qu'est-ce qui donne l'impression qu'on est au cœur de quelque chose, et c'est quelque chose d'extrêmement fragile, d'extrêmement subtil, et donc, en effet, la manière dont on oriente la vitrine, c'est pas juste une question fonctionnelle, ça a un véritable impact sur le sentiment d'être au centre de quelque chose ou pas. Le troisième sujet, c'est la question des îlots du centre-bourg, c'est-à-dire comment on habite à la campagne,
dans une situation resserrée de double mitoyenneté, dans du patrimoine ancien, sur des maisons qui se font souvent 3 étages, qui sont souvent dans des étages et qui peuvent même aller jusqu'à être des triplex, d'une certaine manière. Donc on vit dans les escaliers, on vit peut-être avec pas beaucoup de lumière, etc. C'est, on le sait tous, des situations qui sont très difficiles aujourd'hui et pour lesquelles on n'a pas beaucoup de leviers, Voilà, si ce n'est démolir pour créer pour aérer, ok, mais on voit bien que c'est aussi limité. C'est-à-dire que quand on aura tout pété, qu'est-ce qui restera de tout ça, Donc la question, elle est avant même de parler de statistiques, de regarder la manière dont sont occupés les logements, la structure de la propriété, etc., de regarder tout simplement spatialement, même en plan, avec une photo aérienne, de regarder les situations de double adossement, les situations qu'on peut pressentir comme étant difficiles à habiter, et voir comment, en passant de l'échelle de la parcelle à l'échelle de l'îlot, on est capable de redonner du potentiel à ces situations difficiles à habiter. Voilà. Je vais pas développer parce que c'est des choses qui sont déjà travaillées, mais voilà, c'est aussi un gros sujet, le 3e gros sujet qu'on avait identifié. Alors souvent, ce qui est intéressant, c'est que c'est souvent aussi un immeuble de ces îlots-là qui est en train de s'écrouler. La mairie se demande si elle devrait racheter ou pas, qui est le point de départ de la réflexion. En même temps, quand on regarde les choses à l'échelle d'un village, donc de moins de 1500 habitants, je me place bien dans une catégorie très spécifique, j'ai aucune volonté de généralisation au-delà de ça, c'est souvent 2-3 îlots maxi, Donc en fait, avec 2-3 îlots, si à l'intérieur de chacun de ces 2-3 îlots, il y a 2-3 parcelles qui permettent de débloquer les situations, en fait, c'est pas si important que ça. Le problème, c'est que des opérations où on jette de l'argent par les fenêtres, et à l'échelle de 3-4 parcelles, c'est pas grand-chose. Mais en même temps, aujourd'hui, il n'y a pas d'opérateur qui est capable de faire remonter de façon structurée cette demande de subvention, une espèce d'enrue. Par rapport à l'enrue, c'est peanuts, mais un enrue un peu structuré qui permettrait de gérer le déficit de ces opérations. 4e thématique, c'est long là, Jean-Baptiste. Ouais. Non mais on va les résumer. Mais quelques autres thématiques peut-être pour les illustrer. Il y a bien sûr les situations de vie habitée, la question du patrimoine que tu abordes, la question des équipements. J'en oublie d'autres que tu peux mentionner peut-être rapidement. Alors en effet, la 4e thématique, c'est celle du parc des équipements, ce qu'on a appelé le parc des équipements. Donc les équipements, c'est souvent des choses qui sont légèrement extérieures, c'est souvent des programmes qui ont été résolus par des formes rectangulaires en plan, donc le terrain de foot par exemple, et sur des espaces plats, et où les objets ont été posés sans véritablement penser à la qualité des interstices entre ces objets. Donc en fait, et souvent par contre, il y a une géométrie sous-jacente qui est liée la plupart du temps à la géographie, la situation d'un terrain plat, le passage d'une route, etc. Donc le parc en fait est quasiment là, il s'agit de le révéler, révéler la géométrie, d'installer des allées, etc. Le 5e sujet, c'est celui de ce qu'on a appelé l'habitat rural de demain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'intérêt des campagnes, je dis l'intérêt de l'installation dans une campagne sur le plan économique, c'est qu'en effet, le lot à bâtir plus la maison de constructeur, c'est la manière la plus économique de construire du logement aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut s'emparer de ce processus, parce que le lotissement, ce n'est pas une forme urbaine, c'est un processus juridique. Comment, la même manière que le contrat de construction de maison individuelle est un cadre juridique, mais n'est absolument pas une forme architecturale, comment on peut s'emparer de la question du lot à bâtir, du circuit court du logement. Circuit court, pourquoi ? Parce que c'est un particulier qui est directement son maître d'ouvrage, voilà. Comment on peut s'emparer de cette question-là pour fabriquer de l'urbanité, gérer les intimités, etc. Et la 6e thématique, c'est la question de l'interface ville-campagne, la place de la nature en ville,
comment en fait on habite réellement à la campagne et comment on peut aller de la campagne vers le bourg. On sent la présence de la campagne dans le bourg, mais on peut aussi aller du bourg vers la campagne facilement. Donc ça, plutôt les questions du patrimoine, des chemins, etc. Désolé si j'étais un peu long, mais non, voilà, c'est une grammaire en constitution. Une grammaire, mais aussi une conjugaison dans les liens que tu es en train d'établir et tout un vocabulaire qui est en train de se construire. Donc c'est un vocabulaire, une grammaire, une conjugaison qui est en train de se mettre en place dans le cadre du projet que tu es en train de construire et de mettre en place aussi une autre méthode de produire le projet du projet aussi, d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'est-ce qui va être la fameuse étincelle dans le cadre de la commande. On retient aussi l'idée de la co-construction de cette programme et comment on peut, du programme et de la commande aussi. Moi, je crois que c'est un des éléments. On s'intéresse beaucoup dans le cadre à l'École nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand et en particulier dans le cadre de l'UMR sur comment on peut éclairer l'action publique, l'action des décideurs et transformer aussi les modes de faire. Je crois que c'est quelque chose qu'on pourrait relayer tout à fait concrètement des suites de ce colloque. En tout cas, le débat qu'on vient d'avoir l'appelle sur le positionnement d'accompagner les situations de commande et comment on peut le faire. C'est une vraie question à relayer aussi dans le cadre de nos pédagogies. Peut-être juste dire un mini truc très sur la bref. co-construction. Ouais, voilà, très bref. En fait, on a aussi remarqué que de présenter cette grammaire, cette série de thématiques, on va dire, aux élus, voire aux habitants dans les ateliers de co-construction qu'on mène systématiquement, de co-conception, c'est hyper efficace, quoi. C'est-à-dire que en fait, les gens arrivent très très facilement à s'identifier à chacune de ces situations et donc à s'engager dans la réflexion sur le projet. Voilà. Merci beaucoup. Troisième regard de concepteur sur cet objet de la commande, je propose à Laura Petitbon de me rejoindre proche du diaporama. Je rappelle, Laura, que tu es urbaniste, diplômée et géographe d'ailleurs, diplômée de Paris 1. Un territoire d'études, on retourne en Auvergne, celui de Pérignat et de Billon. On est au sud-est de Clermont-Ferrand, une commune historiquement liée avec une vocation commerciale, avec en particulier un marché installé historiquement. Le centre de ce territoire est soumis au vieillissement de la population et à une déprise commerciale. Une question que vous avez adressée dans ce contexte-là, qui était comment maintenir une vie dense en centre-bourg. On aura l'occasion d'interpeller aussi les élus qui, je crois, sont présents dans la salle. Je les remercie. C'est aussi ça, le dialogue de cette rencontre, et de faire d'une école d'architecture un lieu de débat entre acteurs, chercheurs, élus et praticiens concepteurs. On en est très heureux. Et donc, comment maintenir un lieu accessible finalement pour tous sur le territoire, parce qu'on ne peut pas dissocier l'habitat des jeunes et l'habitat des personnes âgées, avec bien évidemment des besoins spécifiques, des attentes spécifiques. C'est donc un autre modus operandi, un mode de faire que vous avez engagé, construit à travers la preuve par 7. Vous allez nous expliquer ce projet avec, bien sûr, pour le dire très sommairement, une figure tutélaire de ce processus, Patrick Bouchain, qu'on a eu l'occasion d'accueillir sous l'impulsion de Boris Boucher ici, puisque dans le cadre de la commission valorisation, nous avions eu le plaisir de le recevoir ici à l'école. Et puis, un mode de faire, la preuve par 7. Je vous laisse nous le présenter. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je vais présenter la démarche de la preuve par 7 pour expliquer un peu ce qu'on promeut, ce sur quoi on a envie de montrer que voilà, c'est possible aujourd'hui de mener des démarches d'urbanisme, d'architecture qui font en fait du moment du projet un moment qui redevient démocratique, qui est le moment d'une réunion possible des élus, des habitants, des porteurs de projets, de la société civile, et que, on l'a vu hier avec Frédéric Bonnet, et puis ce matin aussi avec Valérie Joussomme, l'architecture, l'urbanisme produit un cadre de vie, en est l'expression,
Et donc, l'architecte, l'urbaniste, ils sont au service, en fait, de sujets de société. Et la question du programme, nous, à la preuve par 7 et avec toutes les personnes avec qui on discute, le programme, c'est pas le nombre de mètres carrés, c'est de quoi on a besoin aujourd'hui. Comment est-ce qu'on recueille ces besoins, comment est-ce qu'on observe les usages et après, dans quel cadre de dispositifs contractuels, de marchés publics, d'outils de projet, on va se réunir pour formaliser un peu l'analyse de ces besoins, de ce recueil de ces usages. Et donc la question de la commande, elle est vraiment au cœur de cette démarche de la preuve par 7. Très très rapidement, la preuve par 7, du coup, c'est quelque chose qui a été initié par Patrick Bouchain, qui est issu de la loi sur le permis de faire, qui se disait est-ce qu'on peut raisonner à partir de cas pratiques, de situations où en fait la réglementation ou les procédures de projet ne permettent pas de répondre à un blocage technique, réglementaire, social, et donc à ce moment-là apporté par la preuve de l'action qu'on a réussi à traiter de cette question et donc nourrir la loi, nourrir les procédures, nourrir les projets à partir de l'expérience. Donc les décrets d'application du permis de faire ont été très techniques et donc l'idée de la démarche de la preuve par 7, ça a été de se dire il y a énormément de projets aujourd'hui en France qui sont confrontés à des situations de blocage, qui travaillent localement, qui font du projet un lieu de réunion démocratique. Et donc la preuve par 7, elle va soutenir des cas, des projets, les raconter, montrer que c'est possible et faire le lien en fait entre ces expérimentations locales et une démarche de politique publique qui pourrait intégrer en fait ce qui aurait été expérimenté sur le terrain. Donc l'équipe de la preuve par 7 n'est pas conceptrice, on est vraiment des tiers facilitateurs. Et donc on soutient une dizaine de projets. Et comme le temps du projet en urbanisme, en architecture, c'est un temps très long, on raconte également d'autres projets que ceux soutenus par la preuve par 7, parce que sinon on en aurait pour 15 ans pour montrer que tout a été rendu possible, quoi. De l'émergence de l'idée à la livraison finale. Voilà, c'est pas possible. Donc l'idée c'est de montrer, de démarginaliser ces pratiques et de montrer que c'est possible. Donc, est-ce qu'on peut construire collectivement la commande ? Moi, je l'ai pris sous l'angle plutôt que de re-questionner de la commande, se dire le moment de la commande plutôt que de la re-questionner. Comment est-ce qu'on peut déjà la rendre juste, construite à partir des usages et des besoins ? Et donc cette question par rapport à l'échelle du bourg, des petites villes, du village, de la ville moyenne, elle se pose d'une manière accrue avec l'enjeu de l'usage, du réusage de l'existant. Et donc comment est-ce qu'on part de ces enjeux de vacances, de manque de confort des centres-bourgs et en même temps de ces opportunités incroyables de proximité entre élus, concepteurs qui sont engagés sur un territoire. C'est aussi ce que disait Frédéric Bonnet hier, c'était la question de l'engagement de l'architecte au service d'un territoire, qui s'inscrivent dans un territoire long et qui finalement discutent avec les élus et qui participent, Félix tu l'as dit tout à l'heure, il ne faut pas le dire, mais qui participent à l'écriture de la commande. Donc ça, c'est possible à ces échelles de bourgs et de villages. À Pérignat, à Billon, peut-être qu'on laissera la parole à Jean-Pierre Buche, le maire de Pérignat, pour raconter un peu comment il travaille. Mais les situations qui étaient la base des questionnements, à Billon, il y a un collège, le premier collège jésuite de France qui a été construit au 15e, 16e siècle, patrimoine classé au monument historique, qui a été fermé pendant 15 ans et qui a fait l'objet d'une série donc c'est ici
et ici. Voilà, ces trois photos. Qui a fait l'objet d'études de programmation classiques avec des programmes qui correspondaient à peu près aux espaces et avec de l'habitat, un musée, etc. Et finalement, quand on regardait le coût, le montant de ces projets, on arrivait à une addition de 20-25 millions pour rénover le bâtiment. Sauf que personne n'avait cet argent à mettre sur la table. Ces études, en fait, qui se succédaient, n'avaient pas de portée opérationnelle. Les opérateurs n'étaient pas présents. Donc cette manière, en fait, de programmer ne portait pas ses fruits et le bâtiment est resté vide pendant 15 ans. Et donc la société civile s'est organisée pour réoccuper le collège. C'était pas forcément porté par la municipalité. Et puis à un moment, il y a eu une espèce d'alignement de planètes, de rencontre entre les élus de Billon, un collectif d'architectes, designers, urbanistes qui habitaient le territoire qui s'appelle Rural Combo et qui discutaient déjà avec les élus de Billon, de Pérignat sur comment est-ce qu'on peut habiter et construire collectivement des projets à partir d'une occupation progressive de l'espace. Et donc ce qui s'est mis en place, c'est un dispositif qu'on appelle de permanence architecturale ou territoriale, parce qu'on ne parle pas uniquement d'architecture et de bâti, mais vraiment de remobiliser un territoire à partir de lieux. J'ai perdu le fil. Non, mais c'est un réseau de matériaux locaux que vous utilisez, enfin, notamment vous utilisez les producteurs locaux, vous employez les matériaux qui sont sur place que vous mobilisez. Également, vous déployez des circuits courts à l'échelle de ce territoire. En tout cas, c'est vraiment dans l'ADN même du modus operandi, pour reprendre ce terme qu'on utilise depuis le début de cette table ronde. Et puis, des savoir-faire à la fois vernaculaires et puis les concepteurs également locaux du territoire. Oui, alors cette mobilisation des ressources locales, en fait, sur la question de l'outil, en fait, du dispositif, de comment est-ce qu'on arrive à mobiliser ces ressources locales, c'est l'outil de la permanence. Donc la permanence architecturale ou territoriale, elle est rendue possible par une commande, mais qui finalement est l'ordre de l'intention ou de l'ambition de se dire par quel dispositif je réunis sur le lieu du projet les habitants, les opérateurs, les élus, la société civile, les entreprises, les filières artisanales, et comment en fait à partir d'un projet qui est qu'est-ce qu'on veut dans ce bâtiment du collège de Billon, comment est-ce qu'on remonte les maisons de centre-bourg de Pérignat, on va se mettre en résidence en permanence et on va habiter le territoire, l'observer, recueillir les usages, et en fait c'est à partir de ce recueil quotidien des usages qu'on construit et qu'on agit progressivement. Et donc en fait, c'est pas, enfin, bien sûr qu'il va y avoir un inventaire des ressources locales, etc. Mais en fait, c'est par l'action qui est permise par le temps long de l'habitat au sens large du lieu du projet et des actes progressifs, des chantiers progressifs, qu'on va se rendre compte que cet agriculteur, il a de la paille, ou cette personne, voilà. Donc il va y avoir une réunion à la fois des acteurs tiers, des CAUE, du PNR, qui ont déjà une bonne vision des filières, et par l'action des chantiers progressifs qui vont permettre de remettre en usage ou de tester aussi des manières de faire. Donc remettre en usage pour le bâtiment du collège à Billon, donc c'était fermé. Aujourd'hui, le rez-de-chaussée est devenu est ouvert au public avec des chantiers qui ont été minimaux, avec vraiment l'argent qui a été mis sur réouvrir, et pas uniquement les travaux dans le cadre des financements du Conservatoire des monuments historiques qui se concentraient sur l'enveloppe bâtie, les retrouver, les savoir-faire. C'est la question en fait de rendre opérationnel
toutes ces études, Petite ville de demain, Cœur de ville, et ce patrimoine vacant qu'on a, tout de suite en fait, en acte, et de ne pas attendre le temps de l'étude qui peut durer 2-3 ans. En fait, presque même avant que le marché soit notifié, on agit déjà en construisant une commande collectivement, quoi. On construit une commande collectivement, ça nous permet de nous tourner peut-être vers les élus de ce territoire. Je crois que Jean-Pierre Buche est avec nous, maire de Pérignat. Si on peut vous adresser un micro, ce serait formidable. Alors justement, monsieur le maire, comment on construit cette commande collectivement, en particulier avec les acteurs, notamment de la preuve par 7, comment ça s'est constitué, comment la commande s'est structurée et comment vous l'avez échafaudée avec ce collectif? Merci. C'est une longue histoire, hein. D'abord, ça a commencé avec une rencontre avec Patrick Bouchain à la fin des années 2000, là, où il m'avait expliqué cette notion de permanence. Et moi, je trouve ça très, très fort d'avoir une permanence architecturale sur un lieu, dont on en a expérimenté une à la suite d'une venue de Patrick Bouchain ici, à l'école d'architecture. On avait eu des archis qui étaient venus en permanence à Pérignat, archis auxquels on avait mis à disposition un bâtiment, et qui faisaient rentrer l'architecture dans le village. Donc ça permettait de commencer à poser quelques jalons d'une relation entre élus, architectes et habitants. Et ça, moi je suis assez sensible à ce qu'a dit Félix Muhl, par exemple, même si c'était un peu sur le ton de la plaisanterie, on rédige le cahier des charges ensemble, même si c'est un petit peu... Ben non, parce que moi je trouve qu'il y a une relation qui mérite d'être réinstaurée au sein des collectivités, des structures, etc. C'est la relation de confiance. C'est-à-dire qu'à un moment, on n'est pas toujours là en train d'essayer de dévoyer la loi pour faire passer telle ou telle personne ou telle structure, mais parce qu'on a établi une relation de confiance avec un partenaire, eh ben, on estime que cette relation de confiance peut durer dans le temps et, comme le disait Laura, ben, on ne fait pas un projet en un an. Et moi, ça m'intéresse particulièrement, cette question de comment questionner la commande, parce que ça me questionne aussi. On démarre depuis la semaine dernière un plan guide en acte. On est une commune de 1500 habitants. On met 280 000 € sur ce projet qui va durer 2 ans. C'est que de l'ingénierie, en acte, avec quelques réalisations. Donc j'estime, pour être un peu trivial, que c'est hyper casse-gueule, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent mais qu'est-ce que tu veux faire avec un plan guide ? Vous mettez 280 000 balles dans le commerce, là, et pourquoi faire ? Et en fait, on ne sait pas trop ce qu'on va faire. Et c'est d'où l'idée de la programmation ouverte, parce que, comme le disait Boris par rapport à Plaza, eh ben, peut-être qu'on se dit, on regarde là, et puis cette notion du regard particulier que décrivait Félix Muhl, eh ben, elle peut être éclairée par un archi, par des habitants, etc. Donc nous, au niveau de la commune de Pérignat, ce que je trouve très intéressant dans les relations que l'on a avec la preuve par 7, avec l'école d'architecture, avec le cabinet Boris Boucher qui travaille sur la zone pilote d'habitat, c'est d'avancer ensemble à la construction d'un autre modèle, même si ça peut paraître un peu prétentieux. Mais moi, j'étais sensible également à ce qu'a dit Valérie Joussomme ce matin, c'est qu'on a besoin, alors je ne sais pas si Pérignat pourra être un futur village de la noosphère, mais en tout cas, on essaye d'y travailler pour redonner du sens. Parce que moi, je suis vraiment interpellé en tant qu'élu de base sur la question de la participation des gens. Quand on a des taux d'abstention de 30%, de 60%, de participation de 30% aux élections, peut-être qu'en tant qu'élu, mais de base, hein, des élus comme ceux que vous décriviez, Félix, en Normandie, des gens qui sont des habitants, des usagers, qui, à partir de problèmes particuliers, montent ensuite sur d'autres considérations un peu plus larges. Et comment on fait que les habitants puissent se sentir concernés par la traversée du village, par l'aménagement de l'espace public, par la production de logements, et puis des choses qui sont très... importante dans la démarche également, c'est la question du en acte,
C'est-à-dire que de donner à voir, on a fait un truc qui ne sera pas la pyramide du Louvre, hein. On a retapé un préfa des années 70 qui était un peu pourri, amianté, etc. Tout ce qui plaît pour mettre un gros paquet de ronds sur un truc qui n'est pas très très significatif. On a pris un autre parti, celui de l'habiller avec du bois, de la paille, et de faire s'impliquer des acteurs locaux avec un paysan, avec un producteur de bois, etc. Et ça, la question de la ressource territoriale s'appuyant sur le fait que les habitants sont les premiers vecteurs d'identification de ce qui leur plaît dans un village, ou en tout cas ce vers quoi on pourrait les faire aller avec un éclairage particulier. C'est ça que je trouve intéressant dans cette question de questionner la commande pour faire en sorte qu'on avance ensemble. On doute, quoi. On n'est pas dans les certitudes. Positionner l'habitant au centre du processus de commande du projet d'architecture, c'est un projet qui fait écho à un autre territoire, même s'il est voisin pour le coup, et qui est, à mon avis, une autre démarche à souligner. Je me tourne vers Juliane Cour. Je rappelle que vous êtes responsable du pôle aménagement, urbanisme, énergie au parc naturel régional du Livradois-Forez, à quelques encablures d'ici. Vous avez développé une démarche très originale sur le territoire qui est aujourd'hui très largement plébiscitée, qui est l'atelier d'urbanisme du parc naturel régional du Livradois-Forez. C'est un outil d'accompagnement des élus dans l'élaboration de la commande, aussi au plan local. Est-ce que vous pouvez éventuellement revenir sur cette démarche ? Oui, déjà merci de me donner la parole et de me permettre aussi de prendre un peu de recul sur la pratique. Donc nous, on ne produit pas de l'architecture, on produit de la commande, qui est un exercice un peu particulier que je vais essayer de tenter de vous raconter. Juste pour ceux qui ne situeraient pas le Livradois-Forez, donc on est à l'est du département du Puy-de-Dôme, c'est un territoire rural, voire très rural, comme disent certains de mes collègues des parcs rhône-alpins, de moyenne montagne. C'est 169 communes, 100 000 habitants, donc du coup ça donne un peu la densité qu'on peut avoir sur le territoire, qui est à 50% boisé, plutôt de plantation, issue de la déprise agricole. Mais c'est aussi, comme tu l'expliquais Jean-Baptiste, un territoire avec une vallée de l'Ador très industrielle. Donc du coup, c'est un territoire qui est à l'image de beaucoup de territoires français, plein de paradoxes. L'atelier d'urbanisme, donc du coup c'est un outil qui a été créé en 2013, en fait qui est issu de la charte du parc. En fait, la charte du parc, donc du coup c'est le projet de territoire dans lequel l'État avait dit il va falloir que vous vous préoccupiez un peu plus d'urbanisme et de consommation du foncier dans l'objet même qu'est le parc, de la protection du paysage, du patrimoine, de la biodiversité. Du coup c'est là où on a été amené à développer l'idée que, nos élus nous ont dit oui, on veut bien faire des efforts, mais il va falloir qu'on soit accompagné, et donc du coup, il nous faut de l'ingénierie. Et du coup, c'est là qu'est né l'atelier d'urbanisme pour répondre à la fois à cette question d'ingénierie, à la fois à la question de comment on développe un urbanisme frugal en espace et en énergie, et comment on essaye aussi de faire des projets plus qualitatifs et plus en lien avec le territoire qu'on habite. Ce que c'est que l'atelier d'urbanisme aujourd'hui, donc presque 10 ans après sa préfiguration, c'est un collectif de presque 15 partenaires. Donc du coup, pour les questions d'architecture, on va retrouver bien sûr les CAUE, l'interprofession du bois, la DUM qui est l'agence locale de l'énergie, mais aussi sur les questions de centre-bourg, l'EPF, les services de l'État, les intercommunalités, à chaque fois qu'il y a un petit bout d'ingénierie, l'idée c'est de pas que chacun arrive de son conseil, mais qu'on fasse vraiment un conseil concerté et que la collectivité, elle puisse avancer dans ses projets et dans ça. Voilà. Après, les champs d'intervention, c'est très large, on va du document d'urbanisme, des projets de revitalisation de centre-bourg. À Thiers, on porte en ce moment un projet de maîtrise d'œuvre, on accompagne un projet de maîtrise d'œuvre urbaine. On a beaucoup d'équipements, de logements communaux et puis aussi des espaces publics. Des fois, on intervient sur des petites choses et ça avait été aussi dans l'ADN de l'atelier de dire qu'il fallait pouvoir que tout petit projet
pouvait avoir son importance sur le territoire. Et de toute façon, on intervient plutôt sur des petits projets. Nos collectivités, c'est des petites collectivités. Un autre projet sur lequel vous intervenez, à côté de l'atelier d'urbanisme que vous avez mis en place, c'est l'installation progressive sur le territoire, notamment de résidences d'architectes. Oui. Du coup, à côté, oui, on va dire des commandes très classiques de bâtiments sur lesquels on pourra revenir. Là, c'est là où on a le plus innové. En fait, quand on répond à un bâtiment, finalement, on va très vite aller sur l'écriture du cahier des charges, essayer de voir comment on peut rendre le bâtiment un peu plus exemplaire et tout ça. Et sur les résidences d'architectes, c'est là où on a plus innové, c'est-à-dire que du coup, par rapport à ce que disait ce matin la conférencière, on est ouais. Valérie Jussaume, on est vraiment sur des projets immatériels, on est là plutôt sur de la conduite de changement. Et donc du coup, sur les projets de revitalisation de centre-bourg, on a proposé qu'il y ait des résidences d'architectes, qu'on soit vraiment sur le temps long, sur l'immersion, et qui permettent ces immersions-là de à la fois créer ces fameux plans guides où on a une stratégie sur long terme de comment on peut revitaliser les centres-bourgs, identifier des îlots, voilà, se dire quels acteurs on va mettre autour de la table pour pouvoir financer ça, dans quel sens, enfin voilà tout ça. Du coup, ça c'est vraiment le projet partenarial. Mais à la fois, on sait que ces revitalisations de centre-bourg, elles n'existent pas si les habitants ne sont pas convaincus, si eux-mêmes ils ne changent pas de regard sur leur centre-bourg. Et du coup, là, ces résidences d'architectes qui font des semaines d'activation, ils vont vraiment développer avec souvent les outils de l'éducation populaire ou des expérimentations à l'échelle 1 d'un lieu, d'un petit aménagement, aller chercher les parents d'élèves, les usagers des centres-bourgs, ceux qui y logent, enfin voilà, tout ce qui est un peu représentatif, c'est pas exhaustif, mais en tout cas, tout ce qui peut représenter ce que sont les habitants d'un territoire, pour les amener à changer leur regard. Et on voit que ça a une vraie plus-value, ça. Je vais prendre 2 exemples. Le premier, c'est celui d'Olière, où en fait la résidence d'architectes qui était menée par l'équipe de Simon Tessou, autour d'une maquette, a vraiment permis à un moment donné une discussion de mais à quel endroit on peut agir sur ce centre-bourg pour pouvoir avoir un effet levier. Et là, l'élu, du coup, des discussions entre lui et les habitants, est né ce sentiment qu'il avait toute légitimité à intervenir là où 3 ou 4 mandats précédents, ils avaient buté et ils n'avaient pas pu racheter le foncier. Et voilà. Et l'autre exemple, c'est à Sauxillange, où la résidence d'architectes et le fait que les habitants, tout d'un coup, se saisissent de la question, tant mieux, parce qu'on s'est retrouvé face à une équipe qui, à un moment donné, a été très démobilisée du fait des fusions des PCI. Ils n'avaient plus les compétences, ils n'avaient plus les moyens qu'ils avaient avant pour pouvoir passer à l'action. Ou finalement, les îlots qui avaient été imaginés stratégiques étaient très durs en termes d'acquisition foncière. Donc du coup, voilà, c'est là où on voit que le temps long du projet et de la collectivité. Et les habitants, par contre, eux, sont dit, nous, on peut agir tout de suite. Ils ont monté une épicerie associative, l'Alternateur. Et puis derrière, du coup, il y a d'autres commerces qui reviennent s'installer en centre-bourg. Ils ont créé aussi des dynamiques d'attractivité à travers des animations plus culturelles. Et donc, du coup, c'est là où on voit que l'aménagement, c'est pas qu'une question d'équipement, c'est aussi une question à un moment donné, d'action petit à petit, quoi. Alors on s'achemine vers la conclusion parce qu'en plus on a un duplex avec la Chine qui nous attend dans quelques secondes. Mais peut-être quelques mots de réaction par rapport à ce qu'on a pu échanger finalement. D'abord, commence sur la réception de cette commande, sur le positionnement des concepteurs, sur les processus d'analyse qui sont mis en place. On voit qu'il y a un modèle de commande dans les territoires ruraux. La question de la commande n'est pas l'apanage des métropoles, ce n'est pas l'apanage des grandes villes. On voit bien qu'il y a véritablement une intelligence des territoires qui est en train de se construire, une intelligence qui s'échafaude par une place
des concepteurs, vous en êtes les témoins. Quelle réaction finalement vous avez envie d'avoir tous et toutes autour des propos qui ont été tenus par vos confrères et collègues à l'occasion de cette table ronde? Peut-être une première réaction, Boris? Non, que pour dire qu'on a décrit des situations idylliques, qu'en réalité, à côté de ces situations idylliques, il y en a aussi des tonnes qui ne le sont pas. Voilà, les exemples de concours où on prend des libertés avec le programme et que personne ne regarde ne serait-ce qu'un tout petit bout de l'intérêt de ça. Ou des situations où, on peut dire par exemple au LIERG, où l'équipe de Simon et Loïc a travaillé pendant des mois pour faire émerger un projet et puis n'ont pas pu le mener à bout, ont été mis à l'écart pour quelques milliers d'euros. Voilà, mais malgré tout, pour y passer 2-3 fois par semaine, tout le travail que vous avez fait, de préalable finalement, de projet urbain, a servi à faire un projet qui sur le plan du style architectural est totalement raté bien sûr, mais finalement c'est pas si important que ça. Voilà. Merci. Félix Muhl, je propose de... Moi, j'aurais bien aimé voir vos images, parce qu'en fait, vous n'avez pas montré. C'est ma seule réaction. Juliane. Non, du coup, j'avais juste mis 3 images un peu de référence de ce qu'on produit justement avec nos commandes, c'est-à-dire des objets qui... à mon sens, arrive à répondre à la question de moins consommer de foncier, plus frugal en énergie et aussi qui utilise plus le bois local. Donc là, c'est un projet, une salle des fêtes à la Renaudie, oui, c'est un équipement courant. Le deuxième, c'est pareil, une salle à Viverolles, fait par Julien Lesage. Et le dernier, c'était plutôt pour illustrer justement les résidences d'architectes et le fait que des fois, c'est à travers des tout petits objets que du coup, on crée le plus de dynamique et le plus d'attractivité, que finalement, peu d'efforts peut faire beaucoup d'effets. Une réaction? Dernier. Non, j'ai l'impression que ces contextes de petites villes et plus ruraux permettent un floutement ou extension des rôles de chacun, avec des élus qui sont dans un dialogue, demandent une confiance, peuvent déléguer aussi une partie de leur pouvoir issu des élections, des architectes qui sont à l'écoute également, et non dans un acte de dessin, qui peuvent prendre le temps avant de poser le crayon sur un papier, et des habitants qui, par l'échelle de la proximité, peuvent s'impliquer aussi et sont plus en prise avec des questions de ressources, d'habitat qui sont peut-être un peu plus visibles à ces échelles. Donc une espèce de réunion des rôles autour des projets qu'on a entendus ce matin. Je peux dire, oui. Félix Muhl. C'est pas fondamental ce que je veux dire. Bon, alors. Je peux... Vas-y. Ouais, bon. Non, je voulais juste dire que, en fait, aussi, je trouvais que c'était assez illustratif, là, ce qu'on est en train de se dire aujourd'hui. Moi, il se trouve que parce que quand vous avez montré les images, du coup, ça a fait émerger des questions esthétiques presque, que je trouve aussi intéressantes à travailler, à discuter. Et aussi. Moi, il me trouve que lundi, donc avant-hier, j'étais au jury d'un prix d'architecture qui s'appelle l'Équerre d'Argent. On a passé la journée à auditionner des candidats, et dans le jury, il y avait un peu toutes les générations d'architectes aussi. Et les générations qui ont été plus primées que d'habitude sont plutôt des jeunes générations, et avec une vraie différence d'attitude vis-à-vis de la commande. Notamment, beaucoup d'architectes qui ont justement pris à bras-le-corps la question de fabriquer sa propre commande pour commencer à construire, d'une certaine manière, mais pas que pour une raison pratico-pratique, mais aussi parce que juste répondre à une question mal posée ne leur convient plus, d'une certaine manière. Et surtout aussi, du coup, ça les met dans un nouveau rapport avec la maîtrise d'ouvrage, beaucoup plus
peut-être partenariale, où la question de l'écoute, la question du sens de l'écoute est beaucoup plus au centre de leur pratique, sans forcément aller sur des dynamiques très participatives où on lâche le crayon, etc. Mais déjà être présent au monde quand la personne exprime son besoin est une chose qui est pas forcément... Alors c'est pas pour dire du mal des générations précédentes, je pense que c'était aussi un autre contexte de commande, mais voilà, c'est vraiment au centre, quoi, cette question de l'écoute, et ça fabrique des architectures singulière. C'est-à-dire qu'il y a en fait un développement esthétique de cette attitude vis-à-vis de la commande, et je pense que à la fois les débats que j'ai pu vivre pendant ces 2 journées de jury, mais aussi le palmarès est assez représentatif de ça, il me semble.